métropole. Trottinette partout, liberté nulle part. Ça a été un peu le slogan de l'année dans les centres-villes. La micro-mobilité a cristallisé les regards. Les VTC font partie du quotidien des habitants des grandes villes. Pourtant, hors de ces zones très denses, la mobilité se transforme. Comment transporter des travailleurs tous les jours tout en libérant les grands axes routiers? Le train hydrogène pourra-t-il relancer les gares de proximité? Voilà beaucoup de questions qui vont sans doute susciter les débats de cette table ronde avec nos invités Jean-Michel Latte, Jacques Auberty, Nadia Pelfig, Dominique Valentin. Et la table ronde est modérée par la journaliste du Point, Audrey Emery. Bonjour à tous. On est très heureux de vous retrouver pour parler d'une mobilité dont on a peut-être moins souvent l'occasion de parler. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de guerre du bitume cette année, de conflits d'usage entre citadins. On va quitter le bitume pour s'intéresser à la France qui se lève tôt, pour aller travailler, pour parcourir des kilomètres. Et vous allez voir que là aussi, il y a des innovations qui peuvent peut-être inspirer aussi les métropoles. Et donc pour en parler, nous avons, je vais les prendre dans l'ordre, Dominique Valentin à mes côtés. Vous avez créé la société Relais d'entreprise, la première enseigne nationale de télétravail en milieu rural et périurbain, dont vous nous parlerez tout à l'heure. Jean-Michel Latte, vous êtes vice-président de Toulouse Métropole et président de Tisséo Collectivité, qui est l'autorité organisatrice des mobilités de l'agglomération toulousaine, voilà, pour les non-toulousains qui ne connaîtraient pas. Nadia Pelfig, vous êtes vice-présidente de la région Occitanie en charge du développement économique, de la recherche, de l'innovation et de l'enseignement supérieur. Et vous êtes aussi candidate aux élections municipales de Toulouse. Et puis enfin, Jacques Auberty, vous présidez le SICOVAL, la communauté d'agglomération du sud-est toulousain. Alors on a la chance d'avoir un vrai panel toulousain qui va nous donner l'occasion d'étudier un cas d'école, puisque Toulouse est une métropole qui s'est beaucoup développée par l'étalement urbain. Et je me tourne d'abord vers vous, Jean-Michel Latte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots les enjeux de mobilité de cette aire urbaine et comment sont structurés les déplacements? Alors ce que vous dites est important, vous avez utilisé le mot mobilité. Tisséo, c'est une structure qui regroupe 115 communes, 4 intercommunalités dont le SICOVAL. C'est donc un territoire qui est à la fois métropolitain mais aussi rural. On se focalise beaucoup sur la métropole, mais il faut voir que Toulouse, on couvre tout ce champ-là. Et donc, vous dites mobilité. Tisséo était un opérateur de transport public. Aujourd'hui, Tisséo est un opérateur de mobilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut plus se satisfaire de l'usage traditionnel du réseau bus, du réseau métro, et qu'il faut imaginer autre chose. Avec aujourd'hui quelque chose qui n'existait pas autrefois, c'est le numérique, qui nous permet d'imaginer des choses qu'on ne pouvait pas imaginer autrefois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tisséo a l'obligation de développer ses mobilités jusqu'au point ultime de son territoire avec ces nouveaux outils. Ça veut dire la mobilité traditionnelle, mais aussi les nouvelles mobilités. Nouvelle mobilité, c'est le covoiturage. On est opérateur de covoiturage. C'est l'autopartage. On a des parts sociales de la société Cities, qui est une opération de covoiturage. C'est maintenant... C'est ce qui a été décidé lors du dernier plan de déplacement urbain. À nous de coordonner les modes doux, vélo-piéton, et le mois prochain, on présentera en conseil syndical de Tisséo un plan directeur vélo et un plan directeur piéton. Tout cela nous permet de développer nos ramifications en direction de l'extérieur. Et puis, dans toutes ces mobilités qu'il faut combiner, j'en oublie certainement, il y a aussi les nouveaux modes de travail, les nouvelles manières de travailler, et il faut que Tisséo participe aussi à ça. On y reviendra tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près quelle est la part modale de chaque déplacement au sein de la métropole? Alors, ça dépend de l'endroit où on vit. Quand on est sur Toulouse, la voiture, c'est 40%. Mais plus on s'éloigne, plus le taux d'usage de la voiture est important. Donc on a un taux de transport en commun qui est là aussi variable, autour de 18%. Et puis on a un taux d'usage du vélo, par exemple, qui varie là encore au fur et à mesure de l'éloignement du territoire. Hein, on dit que sur le centre-ville de Toulouse, on doit être pas très loin de 10%, mais quand on s'éloigne sur le territoire, on tombe à 2% à peu près. Et là, il y a des mesures qui sont prises pour essayer de favoriser les nouveaux modes de transport? Alors nous, je le répète, on déposera nos plans directeurs en décembre. Ce seront des plans directeurs très détaillés, puisque par exemple pour le vélo, on prévoit 13 grandes lignes structurantes, y compris en cercle. Et
Ce plan sera défini financièrement, donc on aura le coût du dispositif et ça permettra aux opérateurs de se positionner par rapport à cet engagement. On s'est engagé, nous, à dépenser 25 millions d'euros, toutes collectivités confondues, mais 25 millions d'euros, c'est le plancher. Rien n'interdit les décideurs politiques d'aller au-delà, et donc le rythme de réalisation de ces deux réseaux, piétons-cycles, va dépendre de l'engagement des opérateurs. Alors, vous venez aussi d'obtenir un avis favorable dans l'enquête publique pour la construction d'une 3e ligne de métro, qui se fera ou pas, mais en tout cas, voilà, il y a le feu vert des enquêteurs publics qui vont permettre de relier deux zones très congestionnées par les bouchons, mais on sait d'abord que ce projet n'est pas pour tout de suite, s'il se fait, et puis que de toute façon, ce sont des projets très coûteux qui ont donc sans doute peu d'avenir. Est-ce que du coup, il faut imaginer de nouvelles façons de relier les communes environnantes à la métropole? Alors, la 3e ligne, elle a une particularité, c'est qu'elle passe par 5 gares. Par 5 gares, ce qui peut permettre, ce qui n'existe pas du tout dans notre département, de l'intermodalité. On parle beaucoup d'intermodalité avec le groupe Allumons l'étoile. Rallumons l'étoile. L'idée, c'est quoi? C'est de rendre notre système de transport métropolitain le plus compatible possible avec des outils qui ont été sans doute dans le temps un petit peu négligés, en particulier les liaisons ferroviaires, mais pas uniquement. Lorsqu'on parle de liaison bus, on a créé un réseau Linéo, c'est-à-dire 10 lignes de haut niveau de service. Il y en aura 5 de plus dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Ces réseaux-là n'ont de sens que s'ils sont bien connectés. Et donc, dans les nouveaux réseaux Linéo, on prévoit que chaque arrêt de bus, en particulier terminaux, soit adapté pour réunir toutes les mobilités, pas une seule, toutes. Ça peut être la voiture, mais ça peut être aussi le vélo, ça peut être aussi les liaisons piétonnes, etc. etc. Donc c'est une toile d'araignée en fait qu'il faut développer, avec ce qui manquait dans le réseau toulousain, des transversalités. On a trop raisonné en pénétrante, il faut aujourd'hui créer des boucles de transversalité. Jacques Aubertier, je disais, vous présidez le SICOVAL, donc la communauté d'agglomération du sud-est toulousain. C'est une agglomération de 36 communes, dont certaines rurales, 72 000 habitants, 19 000 travailleurs. Et vous complétez un petit peu ce dispositif, parce que vous avez développé, je crois, un bouquet de mobilité, covoiturage, autopartage, voilà, qui sont aussi les déplacements du futur. Alors, tout d'abord, vous savez que le SICOVAL est tout contre Toulouse, et donc particulièrement concerné par cette question des mobilités éloignées, pour certaines, du centre-ville ou des grosses zones d'activité. Alors, ce ne sont pas 19 000 travailleurs, mais près de 34 000 sur le SICOVAL. 19 000, c'est sur la Beige, mais nous avons bien évidemment d'autres grosses zones d'activité, comme à Ramonville, ou voire même plus loin, donc sur le territoire. Je reprendrai volontiers une citation du regretté Bernard Maris, qui disait « L'urbain marche, le périurbain roule ». Nous avons une vraie problématique sur notre territoire, c'est que sans la voiture, vous ne pouvez pas rallier les petits hameaux, pour reprendre le titre de cette conférence, de notre territoire. Et donc la vraie question sur le SICOVAL, c'est la question de la multimobilité, c'est-à-dire comment effectivement, y compris en utilisant pourquoi pas le numérique, prendre les bonnes décisions dans l'utilisation pour ces trajets, et principalement domicile-travail, dans l'utilisation de différents modes de transport et en utilisant bien évidemment aussi la multimodalité que le réseau pourra offrir. Alors, toutes les solutions sont bonnes. Avec sans doute, par rapport à la métropole, peut-être une extension importante à prendre en considération. On parle beaucoup de transport en commun, mais chez nous, l'autoroute a aussi toute son importance. Et donc, comment créer finalement cette multimodalité en prenant en considération aussi l'autoroute, pourquoi pas effectivement le rail, avec de belles perspectives, on l'espère, y compris en partenariat étroit avec la région, voire même pourquoi pas un jour la région chef de file sur la grande agglomération toulousaine. Comment faire en sorte que toutes les innovations, toutes les inventions puissent permettre d'améliorer les trajets du quotidien, là où quand on roule, comme le dit Bernard Maris, et bien souvent on se heurte au bouchon. Et donc comment éviter tout ce temps perdu, comment éviter toute cette énergie gaspillée.
Mais ces innovations dont vous parlez, donc c'est par exemple favoriser l'autopartage, le covoiturage. Est-ce que ça prend? Est-ce que les usagers s'y mettent vraiment? Alors, ils s'y mettent beaucoup plus vite qu'on ne le pense. L'autopartage, le covoiturage, on voit d'ailleurs l'action que conduit aujourd'hui le département sur notre territoire pour développer les aires de covoiturage. Prenez le cas du Sud, Sicoval. Nous avons une première aire qui est relativement saturée. Nous prévoyons déjà la deuxième aire tout proche de l'échangeur de Montgiscard, qui d'ailleurs sera concernée très certainement demain par une gare bus sur l'autoroute. Et à cet égard, les études figurent dans le projet mobilité de Tisséo. Nous commençons à voir poindre des associations d'entraide, d'autopartage. Alors certaines pour des publics très spécifiques, qui relèvent d'ailleurs souvent de l'action sociale par rapport aux personnes âgées. Mais nous voyons aussi le développement extrêmement rapide de l'usage du vélo, notamment avec le vélo électrique, d'où la nécessité de travailler sur un schéma qui d'ailleurs très certainement demain dépassera aussi nos propres limites de la grande agglomération, permettant là aussi d'avoir de la multimodalité, pourquoi pas de la voiture, du vélo ou du vélo express et ensuite du maillage local et puis pourquoi pas le métro, là où chez nous le métro sera quand même encore une innovation, même si c'est acquis sur le territoire de Toulouse. Pour autant, sur le Sicoval, le métro va beaucoup bouleverser effectivement les usages locaux. Est-ce que tout ça va assez vite? Nadia Pelfic, vous préconisez un plan d'urgence sur les mobilités. Et vous représentez la région Occitanie qui s'est dotée d'un plan de 150 millions d'euros pour devenir la première région à énergie positive d'Europe grâce à l'hydrogène vert. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors, différents éléments. Déjà, il y a 86% de nos concitoyens qui considèrent qu'ils ont des difficultés à se déplacer. Et dans ces 86%, il y en a beaucoup qui considèrent qu'ils sont assignés à résidence et que ça nuit, y compris à leur accès à l'emploi. Et ça, c'est un vrai sujet. Il y a, à partir de là, deux manières d'y répondre. Soit on fluidifie, et je ne pense pas que ce soit à la réalité, c'est et. On fluidifie la manière et les modalités de transport. Et par exemple, on fait en sorte qu'il y ait une offre de transport qui est souvent inexistante. Et là où l'offre de transport est existante, il faut faire en sorte que ça devienne un automatisme, un réflexe. Tout à l'heure, on parlait des déplacements sur la métropole toulousaine. En réalité, les déplacements sur la métropole toulousaine font moins de 3 km. Et malgré tout, 2 déplacements sur 3 sont effectués en voiture. Et donc, on voit bien qu'il y a une nécessité à la fois d'offrir des offres d'infrastructures pour celles et ceux qui n'ont d'autre choix que de prendre le véhicule, comme le disait M. Auberti, pour venir travailler. Et pour cela, il faut construire des infrastructures, oui, plus vite, et qui soient au niveau de ce qu'est la grande métropole toulousaine et soit au niveau de ce que doit être la région Occitanie. Mais il y a une autre typologie de réponse à faire, qui est comment on fait pour qu'il y ait moins de mobilité contrainte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, beaucoup d'entre nous nous déplaçons parce que nous sommes éloignés de notre lieu de travail, parce que nous n'avons pas eu le choix de l'endroit où nous habitons, parce que ça s'est fait parfois par des contraintes matérielles. Beaucoup aimeraient habiter dans le centre-ville, par exemple, d'une de nos métropoles, Toulouse ou Montpellier, mais c'est trop cher, donc ils vont habiter un peu plus loin. Du coup, il y a une nécessité, voire de l'achat d'un second véhicule. Pour avoir accès à un certain nombre de services, les commerces de proximité n'existent pas dans toutes les communes de la région Occitanie. Et donc, il y a l'utilisation de la voiture pour aller au centre commercial ou pour aller à l'activité sportive ou amener les enfants. Bref, il y a une manière de penser aussi pour qu'il y ait moins de mobilité contrainte et qu'il y ait une mixité des usages. Et bref, d'avoir une vision en matière d'aménagement du territoire, de favoriser l'émergence de tiers-lieux et de lieux où on est en capacité d'avoir une activité économique. Donc je pense que sur la question de la mobilité, il y a 2 types de réponses. La réponse des infrastructures et des usages en matière de mobilité, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas que l'offre en matière d'infrastructure, il faut qu'elle y soit, mais il y a aussi une habitude sur les usages. Vous continuerez à prendre la voiture si jamais vous considérez que la piste cyclable n'est pas protégée, est en discontinuité et que finalement, si vous voulez y aller, ça ne mettra pas en sécurité vos enfants ou vous-même, si jamais la piste cyclable n'est pas éclairée. Et de la même manière, il faut aussi agir pour que les mobilités contraintes, et pas celles qu'on souhaite, mais puissent être diminuées en ayant une vision de l'aménagement des territoires qui soit une rupture dans les inégalités territoriales qui amène, et j'en ai la profonde conviction,
à des inégalités sociales. On va revenir à ces questions d'aménagement du territoire et avec vous, notamment Dominique Valentin, mais j'aimerais bien quand même que vous nous développiez ce projet d'hydrogène. Dans l'offre toujours sur ces deux piliers, dans l'offre en matière d'infrastructure, aujourd'hui, la puissance publique, de notre point de vue, doit veiller à offrir des infrastructures qui diminuent les gaz à effet de serre ou les émissions en matière de dioxyde d'azote. Pour deux raisons. La première, c'est la pollution et la santé publique. La deuxième raison, c'est que 9 emplois sur 10 aujourd'hui, nous ignorons quelles seront réellement leur réalité demain et nous savons qu'il y a un débouché dans l'économie verte. Bref, quand on est la puissance publique, on doit agir sur la pollution et pour faire les trajectoires d'emploi non délocalisables dans les territoires demain. Et le fait de développer des technologies telles que l'électricité par l'hydrogène, mais pas par tous les hydrogènes, par l'hydrogène vert, c'est-à-dire celui qui est produit à partir de l'électrolyse de l'eau, pour faire très simple, et donc qui ne s'appuie pas sur des énergies fossiles. Ça permet de projeter le territoire dans des technologies qui ne polluent pas, qui permettent un meilleur stockage que ne le prévoient aujourd'hui les technologies électriques, parce que le sujet des véhicules électriques aujourd'hui, c'est la question du stockage et des batteries. La France, l'Europe même, n'a pas de souveraineté technologique sur la batterie, et notamment sur la question des cellules. Si on veut projeter tout à la fois nos territoires dans des sécurités environnementales et dans des dynamiques d'emploi, alors il faut utiliser des technologies qu'on maîtrise et dont les matières premières peuvent être maîtrisées en territoire. Et donc oui, c'est un plan très volontariste qu'a souhaité la présidente Carole Delga et l'exécutif régional en proposant 150 millions d'euros qui travaillent non pas simplement sur la mobilisation de véhicules, par exemple, qui utilisent de l'hydrogène vert, mais c'est un plan qui va de la production de l'hydrogène vert, et on le fait par exemple tout proche d'ici, sur la plateforme aéroportuaire de Toulouse-Blagnac, mais également à l'aéroport de Toulouse-Tarbes, où on produit de l'hydrogène vert jusqu'aux usages en passant par la distribution. Et quand on s'est posé la question de comment on peut aller plus vite sur cette technologie, parce que oui, il faut aller plus vite. Comment on peut aller plus vite? Mais tout simplement, il fallait lui trouver un usage qui concerne la majorité d'entre nous. Et les déplacements concernent la majorité d'entre nous. Et donc l'hydrogène vert appliqué au sujet des mobilités, c'était pour nous une capacité d'aller plus vite dans la mobilisation de ces nouvelles technologies sans qu'on se pose la question de « Ok, c'est une nouvelle techno, mais en quoi ça fait progresser? En quoi ça m'est utile pour moi, être humain? Et en quoi ce n'est pas de la tech pour la tech, encore une fois inaccessible, produit par une élite et accessible pour une autre élite, soit économique, soit intellectuelle. On veut de la technologie qui s'applique à tous et qui a un impact positif, social et environnemental. L'hydrogène vert, nous semble-t-il, répond à ce pari. Et ce plan, c'est quel calendrier qui est prévu? Ce plan, il se déroule jusqu'en 2024 avec des mobilisations très fortes d'ores et déjà. On a monté, parce qu'on fait le pari des partenariats et du coopératif. Donc on a monté une société d'économie mixte qui mobilise des crédits régions et des crédits privés. Et on pose du coup des trajectoires avec des objectifs, des indicateurs. Au-delà de la distribution et des usages et de la production, on met donc en place des corridors hydrogène qui permettent de fournir des flottes de véhicules hydrogène. La projection, ce sont 600 véhicules hydrogène, en commençant par les véhicules utilitaires. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous, moi, si on veut acheter un véhicule électrique hydrogène, il faut qu'on ait un paquet de pognon, comme dirait l'autre, parce qu'on n'est pas encore sur une production de masse. Et donc, on commence d'abord par un champ de véhicules dans des flottes ou dans des parcs réservés, et ensuite, dans la massification de la production, ce pourra être une technologie qui soit accessible aux particuliers. Mais pour ça, il nous faut mobiliser les acteurs qui sont en capacité d'avoir des flottes dites captives. Alors, vous, Dominique Valentin, je me tourne vers vous parce que vous dites toutes ces solutions, c'est très bien, mais ça ne réduit pas les bouchons suffisamment pour autant. Donc, on va prendre le problème à la racine et on va faire en sorte que les gens n'aient moins à se déplacer et qu'ils puissent rester chez eux. Et donc, vous avez mis en place relais d'entreprise, donc ce sont des tiers-lieux, ce que vous appelez, je crois, des lavoirs numériques des temps modernes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Et je suis ravi effectivement d'être là aujourd'hui parce que j'ai entendu que justement les solutions de transport, c'était
un bouquet de solutions par rapport à la problématique des transports. Et parmi ce bouquet de solutions, Nadia Pelfig l'a évoqué, et vraiment je suis ravi parce que vous avez parlé des tiers-lieux et de la non-mobilité, la mobilité la plus rapide, la moins coûteuse, la moins polluante, la moins énergivore et celle qu'on ne fait pas. Il faut savoir aujourd'hui qu'un métier sur 2 peut se pratiquer à distance. On est dans une économie du numérique, on est dans une économie du tertiaire. Combien d'activités aujourd'hui nous réalisons finalement qui consistent à envoyer des mails, à passer des coups de fil. Même aujourd'hui, beaucoup d'interventions, et on le voit même aujourd'hui, peuvent se faire avec de la visio, avec un débit Internet qui va s'améliorer, la 5G arrive. Aujourd'hui, il y aura de moins en moins de désert numérique. Il y a un grand plan de déploiement de la fibre au niveau de la région, ce qui fait que très peu de territoires auront le prétexte de l'immobilisme, n'auront plus le prétexte de l'immobilisme parce qu'ils n'ont plus la fibre. Donc effectivement, le constat que j'ai fait en 2011, quand je me suis retrouvé coincé dans les embouteillages à Toulouse, c'était de se dire, mais finalement, pourquoi je me déplace à Toulouse? Parce qu'on a parlé de la mobilité intra-aire métropolitaine de Toulouse, mais si on empêchait déjà ceux qui sont contraints de venir à Toulouse, parce qu'on a cette mobilité subie, et que j'ai dit souvent, une mobilité subie à 7 lieux, 7 lieux, c'est 28 km. C'est la distance moyenne aujourd'hui parcourue par des actifs en France. Il faut savoir aussi que les primo-accédants à la propriété sur Toulouse vont de plus en plus loin. Et aujourd'hui, je pense que c'est 30 km la bonne distance pour pouvoir, voire au-delà, pour pouvoir accéder à une habitation qui ressemble à quelque chose avec un bout de jardin et ses 2 poules. Donc pour effectivement retrouver cette ruralité qui est quand même ancrée dans la plupart des actifs des Français. Et quand on fait un sondage auprès des mêmes habitants des métropoles, beaucoup d'habitants des métropoles rêvent aussi de ruralité, rêvent d'avoir de l'espace vert. Donc le constat était en 2011 de pouvoir offrir une alternative aussi à ce qu'on appelle le télétravail à domicile, qui enfin, je dis enfin, se développe. Enfin, peut-être contraint, parce que les managers, les DRH ont perçu que la nouvelle génération qui arrive sur le marché de l'emploi n'est pas forcément prête à faire 1 heure le matin, 1 heure le soir pour aller travailler, à sacrifier sa vie de famille pour simplement s'épanouir sur le plan professionnel. Et pour attirer ces jeunes générations, ont accepté qu'une bonne partie du travail puisse se faire à distance. Alors on y va timidement, 1 jour par semaine, et on se rend compte que c'est pas mal. Pourquoi? Et d'ailleurs le schéma qu'on peut diffuser montre effectivement que le temps gagné dans la non-mobilité, et c'est des études qui ont pu le témoigner, le montrer, sont réinvestis au tiers. 1 tiers pour dormir, et on sait que c'est important pour la santé, 1 tiers pour la vie de famille, pour faire les devoirs aux enfants, faire du sport, cuisiner, et 1 tiers pour travailler, et donc ça améliore aussi la productivité. Et donc Relais Entreprises aujourd'hui, en lien souvent avec les métropoles, mais souvent aussi en lien avec les territoires qui sont sous l'influence des métropoles, déploie un réseau de tiers-lieux, et cet après-midi on inaugure d'ailleurs un espace qui va ouvrir à Bessières, à une 30aine de kilomètres d'ici. C'est combien de tiers-lieux, Relais d'entreprise aujourd'hui? Alors au niveau national, nous allons finir l'année avec une 100aine d'espaces un peu partout en France, avec une grosse concentration de fait autour de Toulouse, puisque ça a été notre point de départ. On a démarré à Rieux, ensuite Grenade a réaménagé son ancienne école, Bessières c'est dans une ancienne école également, Fonsorbe va inaugurer son espace Relais Entreprise le 11 décembre dans un ancien restaurant mais qui avait fermé, Venerque va inaugurer courant 2020 dans le presbytère du village, l'ancien presbytère du village. Bon, c'est beaucoup de bâtiments publics à qui on redonne un second souffle, une seconde vie, idéalement au plus près des commerces de centre-bourg, parce que quand on vit dans un territoire, on consomme sur le territoire. Et on se plaint beaucoup aujourd'hui de la fermeture des commerces, mais qui forcément, quand l'actif revient là où il habite, forcément le commerce est fermé, donc il ne peut pas consommer dans son village. Et nous, on fait en sorte que l'habitant redevienne un vivant de son territoire et ne soit pas uniquement là parce que l'immobilier n'était pas cher. Alors, ce sont des mesures très, très gilets jaunes, hein, j'ai envie de dire d'ailleurs. Et vous avez signé une convention avec EDF pour valoriser les kilomètres non effectués par les télétravailleurs. Donc, ils reçoivent un chèque d'économie d'énergie, c'est ça? Oui, on a souhaité prendre le problème de la contrainte de la mobilité et notamment de tout le débat autour de la taxe carburant ou des péages urbains à contre-pied, prenant le principe que, on parlait tout à l'heure des animaux domestiques, que si on veut dresser, entre guillemets, avoir un animal très très gentil, on va plutôt lui donner des friandises que de lui taper dessus. Je pense que nous sommes des mammifères et qu'on préfère avoir des récompenses plutôt qu'une double peine avec des péages urbains qui seraient effectivement, pour ceux qui habitent en dehors des métropoles, vraiment contraignants. Et donc on a fait en sorte de prendre le problème une fois de plus à l'envers, considérant
et en prenant un peu aujourd'hui ce qui se passe dans les applications smartphone, où beaucoup de solutions qui vous sont proposées sont gratuites. Mais en fait, rien n'est gratuit dans ce bas monde, hein. C'est un leurre. Et quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Parce qu'on génère une production de données qui a une valeur. Et bien, nous, on s'est dit, le télétravailleur doit être le produit du rééquilibrage des territoires. Et quelles sont les externalités positives, hein? J'ai ma collaboratrice Lorraine qui est justement au premier rang et qui fait une thèse, un doctorat autour effectivement de l'impact des tiers-lieux sur le rééquilibrage des territoires, sur différents sujets. Et on a pris le sujet de l'environnement en disant, effectivement, est-ce que la non-mobilité, le fait de ne pas consommer des litres de carburant, est de nature à être éligible au titre des certificats d'économie d'énergie. Donc nous sommes allés voir EDF, il nous a dit mais c'est une très très bonne idée, et on a mis en place une convention pour faire en sorte que quand un actif va dans un tiers-lieu à 2 pas de son domicile, donc pour dissocier aussi vie privée, vie professionnelle, pour ne pas mélanger effectivement les doubles aspects, ce qui est souvent contraignant quand on fait du télétravail à domicile, cette non-mobilité générée par le fait qu'il ne va pas faire 30 km, mais peut-être que quelques mètres au bout de la rue, soit éligible au certificat. Et donc EDF va verser à l'entreprise un éco-chèque. Et la vraie particularité aussi, et là je souligne également l'approche et la cohérence de la région Occitanie par rapport à son ambition d'être région énergie positive, c'est que l'année dernière à Energaia, nous avons signé une convention tripartite puisque la région Occitanie abonde ces certificats d'économie d'énergie délivrés par EDF, de telle sorte à ce que l'utilisateur ne soit pas uniquement le payeur, parce qu'en fait, nous on s'est rendu compte que le tiers-lieu était un véritable levier pour encourager le télétravail face à la suspicion des managers qu'une personne à domicile puisse faire autre chose, ou pour éviter de laisser, le jeu de mots un peu habile, mais des personnes sur le bord de la route par rapport au télétravail parce qu'elles ne peuvent pas télétravailler à domicile. Vous avez des accords cadres qui obligent qu'il y ait une pièce dédiée, qui ait une configuration propice au télétravail, sauf que ce n'est pas toujours possible si vous avez des enfants en bas âge, les vacances scolaires. Et sauf que le fait de payer un deuxième bureau, ça, ce n'est pas non plus évident pour les entreprises. Donc soit on rentre dans une vraie stratégie de ce qu'on appelle un peu de derenting, donc de réduction de surface de bureaux dans les métropoles, quitte à recréer des logements sociaux pour baisser la pression immobilière, des prix de l'immobilier, redonner des espaces verts, et pour avoir des bureaux déportés. Là, on pourra effectivement faire en sorte que les entreprises payent des bureaux déportés. Et si elles ne peuvent pas payer un double bureau à la fois dans la métropole et là où habite le collaborateur, il faut trouver le moyen qu'une autre structure puisse compenser ce double bureau. Quand on part des bâtiments publics vacants, ils n'ont pas coûté cher. Donc ça, c'est génial, comme à Bessières, comme à Fonsorbe, c'est la collectivité qui a rénové, ou à Saint-Lary. Par contre, quand on est sur les premières couronnes, là, c'est plus compliqué. Et c'est là où on a, avec Toulouse Métropole, et je finirai par ça, parce que là aussi, c'est unique, on ne l'a pas vu dans d'autres métropoles. On a un consortium qui a remporté, qui a été lauréat des territoires d'innovation, qui est le consortium Ville Agile, dans lequel on retrouve Tisséo, mais on retrouve aussi Airbus, on retrouve 3 collectivités territoriales, donc Toulouse Métropole, le Sicoval, les Portes de Gascogne. Et c'est une collaboration métropole-territoire sous l'influence des métropoles et un pool d'acteurs où on y retrouve Airbus, Continental, qui apporte un bouquet de solutions pour résoudre la problématique des 500 000 déplacements quotidiens supplémentaires en 2025. Hein, vous avez bien retenu le chiffre. Nadia Pelfig, je me retourne vers vous pour revenir plus sérieusement sur la crise des Gilets jaunes qui a bien montré qu'un bon aménagement du territoire devait un peu plus se décentraliser vers le périurbain et le rural. Est-ce que ça veut dire aussi qu'à terme, les métropoles doivent renoncer à une part d'attractivité et d'activité ? La question, c'est comment on fait pour vivre bien. D'un côté, on a des populations qui de plus en plus se sentent exclues. Une partie de l'explication de la crise des Gilets jaunes, c'est toute une partie de la population qui se sent dans des territoires abandonnés ou exclus de la mondialisation heureuse. Et nous avons d'autre côté des acteurs urbains qui considèrent que leur qualité de vie se dégrade. Elle se dégrade parce que, c'est pas acceptable de passer 6 jours par an dans les bouchons quand on est un Toulousain. Que oui, ce n'est pas acceptable d'avoir son prix du foncier qui augmente grandement quand on est à Montpellier et qu'on doit aller plus loin, et que souvent dans les métropoles, le niveau des services n'augmente pas à proportion des populations qui arrivent sur le territoire. Sur Occitanie, il y a 52 000 nouveaux habitants chaque année. Pour la seule métropole toulousaine, ce sont 15 000 nouveaux habitants chaque année. Il est évident que si on continue à bâtir, à faire des logements, mais sans penser aux infrastructures qui sont nécessaires, alors celles et ceux qui vivent déjà dans la ville considèrent que leur qualité de vie se dégrade. Et dans le même temps, si vous avez des commerces de proximité ou des gens qui ne trouvent pas d'activité dans leur territoire périurbain ou ruraux,
ils ont l'impression effectivement d'être abandonnés. Et donc une des solutions, et ça relève pour partie de l'initiative de la puissance publique, c'est de créer les conditions d'un aménagement du territoire qui conduisent à moins de mobilité. Et quand nous, on investit sur le TER, bien sûr, on essaie en sorte de faire qu'il y ait de la desserte et de l'offre de transport. Nous sommes en charge de l'intermodalité et donc de relier les différents hubs de transport. Mais dans le même temps, oui, nous aidons à la création, à l'extension de tiers-lieux. Et aujourd'hui, c'est un réseau labellisé par la région de 83 tiers-lieux en région Occitanie. On s'appuie également sur les Fab Labs. Vous savez, ces laboratoires de fabrication qui permettent de faire du prototypage rapide à destination de nos TPE, nos PME, mais également à former, à éduquer, à sensibiliser les populations. Et puis, il faut, je crois aussi, être cohérent dans l'action qui est menée. C'est extrêmement tentant, et je l'entends, moi, j'ai des présidents de PCI, de collectivités de type communauté de communes ou des maires qui viennent nous voir, et souvent, peu de temps avant les élections, pour nous dire, voilà, est-ce que la région peut m'aider parce que je pourrais construire un centre commercial dans ma commune, et vous comprenez, ça va faire la création de 15 ou 20 emplois. Et c'est toujours bon d'annoncer de la création d'emplois. La réalité, c'est que si nous sommes cohérents, et nous le sommes, et du coup nous disons non. Pourquoi? Parce que la population de cette commune-là, elle ne va pas manger 2 fois plus parce qu'il y a un centre commercial. Et que donc, si elle va à ce centre commercial, il y aura peut-être 20 emplois créés, mais demain, c'est autant d'emplois qui sont morts dans les commerçants avec un centre-bourg mort, et donc pas attractif, parce qu'on ne va pas acheter 2 fois plus de viande. D'ailleurs, il ne faut pas manger 2 fois plus de viande. Et on ne va pas acheter 2 fois plus de viande parce qu'il y a un centre commercial en plus du ou des bouchers. Et donc, en fait, c'est une vision de cohérence de la puissance publique et de pilotage qui est apposée à court, moyen et long terme. À court terme, des offres de transport et des tarifications qui permettent l'augmentation de leur usage quand ils existent. À moyen terme, la réorganisation de l'aménagement du territoire pour qu'il y ait moins de mobilité. Et à moyen, court et long terme, une réorganisation aussi de l'activité économique et du travail dans une redistribution des richesses que permet les croissances d'activité de notre métropole. Et finalement, la conscience politique et un pilotage des politiques publiques qui affirment clairement que les questions de stratégie en faveur de la croissance et de l'emploi ne peuvent pas avoir pour seul indicateur la croissance du produit intérieur brut. Et que finalement, dans la création de valeur, il faut prendre la notion de valeur ajoutée territoriale et de voir comment des choses plus désirables que le point de PIB puissent s'inscrire et qui se mesurent en emploi, en qualité de vie au travail, en capacité d'avoir un impact favorable et positif sur l'environnement. Et finalement, c'est dans ce pilotage entre acteurs publics, acteurs privés, les métropoles et les territoires, comme on dit avec un peu de pudeur, parce que dans ces territoires-là, on a des taux de pauvreté qui sont plus élevés, on a des dynamiques, on va dire, spontanées en matière d'emploi qui sont quand même beaucoup, beaucoup plus faibles. Et donc le sujet, c'est pas tellement de tarir l'attractivité des métropoles, c'est de rééquilibrer les dynamiques de l'ensemble de territoires. Je ne suis pas pour la décroissance, dit autrement, puisque c'est un débat et il faut dire les mots. Je suis pour une croissance durable et qu'on considère ce que doit être la croissance. Et pour nous, en région Occitanie, la croissance, ce n'est pas la croissance du produit intérieur brut, c'est la croissance au sens de progrès pour lequel le déterminant et l'indicateur majeur, c'est la qualité de vie des femmes et des hommes sur l'ensemble de nos territoires. Jacques Auberty, ça c'est un modèle qui vous convainc. Vous avez sur votre territoire une belle pépite, Sigfox, vous avez l'IoT Valley, donc vous avez réussi effectivement à attirer sur la Belge notamment des activités de pointe. Alors justement, on tire à la fois les leçons de ce modèle qui a été celui fondateur du SICOVAL, particulièrement autour de l'innovation et du numérique. Et on est absolument dans le schéma que Nadia vient de décrire, qui est celui d'ailleurs aujourd'hui voulu par le schéma régional d'aménagement du territoire en matière de développement économique. Et je peux vous donner juste un exemple. Donc effectivement, pour les entreprises du tertiaire,
la création de tiers-lieux, d'espaces de coworking, comme on les appelle, est une solution pour éviter de mettre des véhicules, souvent d'ailleurs des véhicules avec une seule personne, hein, donc ceux que l'on appelle les autosolistes, donc sur les routes. Mais il existe bien évidemment bien d'autres activités qui, elles, ne peuvent faire l'objet, évidemment, de télétravail, quels que soient les métiers, dans des secteurs, même ne serait-ce que de l'industrie, dont on a besoin de plus en plus aujourd'hui. Et donc, au niveau du Sicoval, nous nous sommes posé cette question du rééquilibrage du territoire, en étant effectivement dans une logique de croissance verte et non pas de résilience. C'est assez compliqué d'ailleurs aujourd'hui de défendre des projets de croissance verte parce que vous êtes amené quand même finalement à artificialiser un certain nombre de surfaces, même si vous souhaitez dire que vous le faites justement avec un objectif de résilience à terme. Nous sommes en phase de mutation. Et donc cette mutation, elle doit à la fois permettre de plus en plus de déplacements de nature différente, avec des moyens de transport à 1 heure, mais aussi de proximité. Elle doit permettre aussi de travailler le plus proche de son domicile, mais tout en ayant un changement de paradigme en termes aussi d'activité, pas uniquement du tertiaire. Et elle doit permettre aussi, finalement, à tout un chacun, bon, vous parliez des gilets jaunes, je ne suis pas sûr que la plupart des gilets jaunes aient été des cadres du tertiaire. Et donc permettre à tout un chacun d'adhérer à ce grand mouvement, de pouvoir, le cas échéant, s'acheter un vélo électrique pour aller un peu plus loin que s'il ne faisait avec un vélo classique. Voilà. Et puis surtout, bien évidemment, construire les infrastructures qui vont avec. Et nous travaillons sur le Sicoval justement à un rééquilibrage au travers du développement d'une zone d'activité au sud qui s'appelle le Rivel, dont l'objet sera justement cette économie verte dont Nadia parlait, avec... pourquoi pas le développement aussi de la formation en matière de métiers de demain. Nous pensons par exemple à la question de l'éco-construction, mais permettre à ceux qui sont venus habiter dans ce sud Sicoval, voire même au-delà, de pouvoir finalement ne pas devoir acheter une deuxième voiture pour aller travailler. On a listé pas mal de mesures positives, mais est-ce qu'il faut aussi des mesures coercitives pour limiter la mobilité, comme par exemple un péage urbain? Dominique Valentin, vous voulez répondre à cette question? Je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, donc bien au contraire, il faut plutôt encourager. Et quand on évoque le rééquilibrage des territoires, moi je veux quand même, puisque je ne représente pas du tout la métropole, puisque notre siège social est à 50 km à Rieux-Volvestre, on a une petite dizaine de collaborateurs. Sauf que quand on crée une entreprise en dehors d'une métropole, on n'a pas accès aux incubateurs. Comme on n'a pas accès aux incubateurs, on nous dit qu'on n'a pas accès aux aides régionales. Quand on va voir des plateformes pour leur expliquer aujourd'hui qu'on a une solution d'innovation sociétale, on nous dit que ce n'est pas l'innovation. Donc effectivement, il y a encore beaucoup de travail pour expliquer que l'innovation des comportements éviteront peut-être justement d'investir dans des infrastructures, parce qu'on peut construire les infrastructures, si les comportements ne se changent pas, ben on aura effectivement les infrastructures qui ne seront pas utilisées. Il faut faire attention aussi, puisqu'on a différents effets de rebond. Vous avez des termes un peu techniques comme la loi de Zahavi qui dit que plus on accélère une mobilité, plus le temps gagné en mobilité sera réinvesti en mobilité. Donc c'est-à-dire que si on fluidifie le trafic, et bien ceux qui sont plus sous l'influence de la métropole toulousaine vont devenir effectivement des territoires sous l'influence de Toulouse. Que plus on va améliorer l'efficacité énergétique d'une solution, plus on va augmenter la consommation de cette énergie. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être effectivement imaginer comment faire changer les comportements, mais c'est aussi l'affaire de tous, c'est l'affaire des employeurs qui peuvent assurément avoir un rôle à jouer. Et on le voit d'ailleurs dans la stratégie des opérateurs de covoiturage, ils ont arrêté de communiquer auprès du grand public. Ils ont aujourd'hui plutôt une stratégie tournée vers les entreprises pour que les entreprises, entre guillemets, imposent ou encouragent, récompensent, comme pour les kilomètres vélo, en disant si vous venez en vélo, vous allez avoir une prime. Et moi, je suis vraiment navré que dans la LOM, la loi d'orientation mobilité, on ait effectivement pensé à mettre une indemnité de 400 € pour l'utilisation du vélo. Mais moi, je suis désolé, si j'habite à Rieux-Volvestre, je ne vais pas venir à Toulouse en vélo, pas 28 km en vélo. Et pourquoi aujourd'hui, si j'utilise un tiers-lieu, ben, le fait de payer un bureau ne serait pas aussi éligible au titre de ces primes de non-mobilité. Voilà. Et ce sera le mot de la fin, le temps étant écoulé. Merci beaucoup à vous quatre.
Merci à tous. Si vous êtes inscrits surtout pour la prochaine session, vous restez dans la salle. Si ce n'est pas le cas, je vous demande de sortir et de sortir assez vite pour qu'on puisse enchaîner avec notre table ronde suivante sur la gare.